Bonjour à toutes et à tous. Alors, en tant que local de l'étape, je suis ravie de vous accueillir ici à Alfort et à l'école vétérinaire d'Alfort. Et puis, je suis aussi ravie de présenter mes travaux de recherche, qui sont avant tout des travaux de recherche appliquée. Vous allez voir, c'est pas de la recherche fondamentale. Alors, la question un petit peu provocatrice, la télémédecine a-t-elle un avenir en médecine vétérinaire? Alors, je précise des animaux de compagnie, puisque en fait, je me suis vraiment centrée sur les animaux de compagnie. Alors, lors de nos présentations, je vous propose les étapes un peu suivantes. Tout d'abord, une introduction et une revue de littérature, puis passer sur un certain nombre de mes travaux. Pardon. Ça va le faire. Une étude qualitative auprès des vétérinaires, une étude qualitative auprès de propriétaires d'animaux, des ateliers de co-création, les recommandations qui sont issues bien sûr de ces études, et puis une conclusion. Donc vous allez voir défiler en haut un petit peu les différentes étapes de cette présentation. Alors, tout d'abord, l'introduction est des éléments de contexte. Alors, quelle est la légitimité aujourd'hui que j'ai à présenter ce sujet devant vous? En fait, je suis en cours de PhD, en fin de parcours de PhD, et le sujet de ma thèse d'université est l'intérêt de la télémédecine dans l'optimisation du parcours client en médecine vétérinaire. La deuxième chose qui me paraît important de préciser, c'est que je remercie Seva, Santé Animale, pour m'avoir soutenu financièrement dans le cadre de ces études et d'avoir accepté en fait de partager aujourd'hui avec vous certaines conclusions de ces études. Le troisième point de contexte qui me paraît important, c'est de quoi parle-t-on? Quand on parle de télémédecine, je fais bien référence en fait au décret de 2021 qui mentionne que la télémédecine, c'est bien 5 actes. La téléconsultation, la télérégulation, le télémonitoring, qui sont donc les 3 actes vétérinaires propriétaires, et puis 2 actes supplémentaires qui sont vétérinaire, téléexpertise et téléassistance. On va bien parler de ça. Et le dernier point de contexte qui me paraît intéressant, pourquoi cette question aussi, c'est parce qu'on voit bien qu'en humaine, même s'il y a eu un gros pic de la télémédecine au moment du Covid, il y a quand même même s'il y a une décroissance, il y a quand même beaucoup de télémédecine qui continue à se développer en médecine humaine. En médecine vétérinaire, c'est quand même beaucoup plus timide, notamment pour les animaux de compagnie, puisque c'est un petit peu plus répandu. Il y a pas mal de solutions pour les animaux de production, mais pour les animaux de compagnie, on est quand même un petit peu en retrait. En termes de mon plan de recherche, c'est simplement pour vous situer où est-ce que j'en suis dans mon PhD. Donc on a fait tout ce qui est études qualitatives, les ateliers de co-création, donc c'est ce que je vais vous présenter juste après. Là j'en suis à la phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'en fait on met en place vraiment des parcours client type avec des business models associés. Et l'idée c'est de soutenir ma thèse début 2026 et surtout d'avoir tout un plan derrière de formation pour pouvoir, je l'espère en tout cas, accompagner, comme l'a dit Audrey, la communauté vétérinaire dans l'utilisation de la télémédecine. En introduction, je vous ai prévu en bonne académique, maintenant que je suis devenue, sur le tard, certes, mais un petit peu maintenant. Bien sûr, j'ai commencé mes travaux par une revue de littérature. Cette revue de littérature, elle est, vu mon sujet, elle est très très diverse, puisqu'elle part dans les sciences de gestion, sur le parcours client, sur l'expérience client, etc. Bien sûr, il faut s'inspirer de regarder ce qui se passe en télémédecine humaine, et puis tout ce qui est télémédecine vétérinaire. Donc il y a énormément de champs différents. Et j'avoue que l'utilisation en fait d'Artirev, donc qui est un logiciel, une plateforme en fait qui utilise deux types d'intelligence artificielle différentes, qui permet d'aider en tout cas à l'exhaustivité d'une revue de littérature, m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, c'est l'objet d'un des ateliers. Pour ceux qui ne l'ont pas fait hier, la démonstration de cet outil qui est fort utile.
Voilà. Et en haut, vous avez, par exemple, la cartographie, en fait, des publications sur la télémédecine vétérinaire. Donc, je vais vous faire un tout petit résumé, mais qui me paraît important voilà, un petit peu planter le décor, en tout cas, de ce qui existe en termes d'articles scientifiques aujourd'hui sur la télémédecine vétérinaire, sachant que là, on est un peu au niveau mondial, puisque les articles de télémédecine, enfin les articles scientifiques sur la télémédecine vétérinaire sont quand même principalement anglo-saxons, on va dire d'une façon générale. Mais les points clés sont les suivants. Donc, il a été très clairement démontré dans les articles que la télémédecine améliore l'accessibilité, la commodité et réduit le stress de l'animal. Bon, ça, il y a différents articles qui en parlent très très bien. Lorsqu'on fait de la télémédecine, mais la satisfaction client est élevée, mais elle dépend du lien au vétérinaire. C'est-à-dire que contrairement à l'humaine, où on va sur Doctolib et on va demander à n'importe quel généraliste qu'on ne connaît pas, etc., un renouvellement d'ordonnance, par exemple, en veto, en fait, la télémédecine, voilà, les propriétaires souhaitent vraiment que ce soit leur vétérinaire traitant, qui connaissent leur vétérinaire, qui connaissent leur animal, qui fassent de la télémédecine. Mais dans ces conditions-là, la satisfaction est très forte. Et en fait, il y a effectivement des circonstances ou des états physiologiques ou pathologiques, on va le voir après, qui favorisent, qui sont particulièrement indiqués pour l'utilisation de la télémédecine, et notamment dans la littérature, on trouve tout ce qui est suivi post-opératoire, et bien sûr le suivi des maladies chroniques. Par contre, on trouve, et notamment chez les vétérinaires, aussi bien chez les vétérinaires praticiens, d'ailleurs que chez les étudiants, des réticences très fortes à l'utilisation de la télémédecine. Alors, tout d'abord, un manque de formation. Bon, en tant qu'enseignante, c'est quelque chose que, bien sûr, on a bien en tête et qu'on essaye de corriger. Mais bon, ça va prendre du temps avant que ceux qu'on forme maintenant, en fait, soient confiants avec ça dans l'avenir. Quand ils seront praticiens. La clarté réglementaire. Bon, en France, on est quand même dans un flou artistique encore clair. Clair. Le flou est clair. C'est clair qu'il y a un flou plutôt au niveau réglementaire. Et la crainte de la faute médicale ou juridique liée en fait à l'incertitude du diagnostic justement quand il est fait à distance, et surtout une mauvaise compréhension des modalités de la télémédecine, ne serait-ce que ce que c'est exactement. Souvent c'est très très flou. Mais il se trouve que quand même il a été déjà étudié quelles sont les conditions en fait d'usage optimal de la télémédecine en médecine vétérinaire. Ça repose sur un certain nombre de points. Déjà une intégration cohérente dans le parcours client. Donc, je ne suis pas la première à avoir étudié cette chose-là, mais je pourrais aller un petit peu plus loin. On va le voir après. Que les protocoles doivent être très clairs. Donc, dans le cadre, par exemple, de triage, de télétriage et de prescription et de suivi, tout ça pour l'objectif d'augmenter la qualité de soins. Et surtout une responsabilisation des plateformes et des professionnels autour de tout ce qui est sécurité au sens large du terme. Voilà. Donc là, on va passer à la partie un peu plus études. Et sur cette partie études, donc, je me suis entretenue avec un certain nombre de vétérinaires praticiens, généralistes, spécialistes, avec aussi des dirigeants d'entreprises de télémédecine vétérinaire, de télémédecine humaine. Et d'ailleurs, je profite parce que j'aimerais bien continuer, en fait, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont peut-être un peu évolué, etc. Donc, peut-être que je me permettrai de contacter certains d'entre vous dans la salle pour continuer ce travail. Mais en tout cas, déjà, par rapport aux 22 entretiens qui ont déjà été réalisés, donc, clairement, on retrouve ce besoin de cadre réglementaire en France, bien entendu. Les drivers pour utiliser la télémédecine, c'est aller de l'avant. Mais par contre, la difficulté, c'est qu'effectivement, il y a eu un certain nombre d'initiatives individuelles qui ont été mises en place, mais elles n'étaient pas structurées, elles n'ont pas été marketées. Et du coup, les vétérinaires sont un peu dans l'attente qu'on leur donne des solutions un peu clés en main, ready to use,
dans le sens, là aussi large du terme, c'est-à-dire pas juste des solutions technologiques, mais aussi comment les mettre en place et dans le cadre du parcours client. Les difficultés, c'est on a clairement une formation qui est basée sur l'examen clinique. Enfin, c'est au-delà de la formation, puisque c'est même dans le code rural. L'acte vétérinaire, la consultation vétérinaire mentionne l'examen clinique. C'est tout le problème aujourd'hui de la réglementation. L'appréhension, bien sûr, de tout ce qui est problème technique et des spécificités de la relation à distance, de la communication. Et puis, on est dans une crise quand même un petit peu de sous-population vétérinaire en France. Donc ça veut dire un peu surchauffe des vétérinaires praticiens actuellement. Et c'est vrai que c'est pas du tout une période favorable à une gestion de changement. Pour compléter en fait cette étude sur les vétérinaires, on a aussi interrogé donc des propriétaires d'animaux, donc 28. Ces propriétaires avaient tous en commun en fait des animaux qui souffraient soit d'un contexte pathologique donné, soit d'un contexte physiologique donné. Donc en fait vous voyez, je ne sais pas si c'est très intéressant de donner les nombres, mais en tout cas, on a suivi des propriétaires qui avaient des chiens cardiaques, des chiens avec des problèmes dermatologiques, des chiens avec des problèmes de comportement, des chats seniors, donc au-delà de 7 ans, des chats avec des problèmes de comportement, des chats obèses et des chats cardiaques. Voilà. L'objectif de tous ces entretiens, c'était de bien comprendre en fait quel était le parcours actuel qu'ils avaient suivi ou qui suivaient avec leur animal malade ou dans un état physiologique particulier, et de comprendre leur perception de la télémédecine vétérinaire. Alors, ce qu'a donné cette salve d'entretien, j'ai envie de dire, c'est clairement qu'en fait, le parcours client, on peut le diviser en trois grandes phases. La première, qui est l'identification des symptômes. Et là, le propriétaire est dans une phase vraiment d'incertitude, qui crée souvent pas mal d'anxiété, et il se demande quelle est la conduite à tenir. En gros, il y a eu un changement, il s'est passé quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tenter quelque chose? Est-ce que je dois appeler le veto? Est-ce que je dois faire de l'automédication? Voilà, il y a une espèce d'incertitude où il a finalement besoin de conseils. Après, il se décide d'aller voir un veto. Voilà. Et là, il y a un diagnostic qui va être la deuxième étape, un diagnostic qui va être établi et la mise en place d'un traitement qui peut supposer, bien sûr, quand je dis diagnostic établi, c'est pas comme ça peut supposer des examens complémentaires, parfois un second avis d'un autre vétérinaire. Et puis, dans la mise en place du traitement, il y a des changements d'habitude, il y a des changements, de l'adaptation à l'environnement. Et là-dessus, en termes de besoins, ce qui ressort très fort des propriétaires, c'est vraiment un manque d'accompagnement, un manque d'explication souvent, et ce qui résulte en souvent un problème d'observance. La troisième phase de ce parcours, en fait, c'est le suivi du traitement et son évolution. Et là, en fait, ce qui prime, c'est, je sais que mon chien est cardiaque. On l'a vu hier avec le professeur Chetboul. Quand est-ce que je dois m'affoler? Quand est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut que j'aille chez le véto et que voilà. Donc là, on est dans des problématiques vraiment de gestion de la maladie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde la littérature scientifique, on s'aperçoit qu'en fait, quand on regarde la littérature de la médecine humaine, on retrouve exactement ces trois étapes sur le suivi des maladies chroniques. Donc, c'est pas, ça permet de rassurer entre guillemets dans un sens parce que ça existe vraiment, et puis de pouvoir faire un parallèle sur un certain nombre de points, pas tous, mais voilà. Quand on a demandé donc à ces propriétaires quelle était leur perception de la médecine vétérinaire, de la télémédecine vétérinaire, la première réaction qu'ils ont, c'est la référence à la médecine humaine. Ils connaissent tous, en fait, Doctolib. Leur première réaction, c'est « Ah bah ouais, c'est comme Doctolib, quoi ». Et là, par contre, ce qui implique Doctolib, c'est bien parce que c'est pour des problèmes mineurs, c'est l'obtention rapide d'un avis, etc. Ça permet de gagner du temps, c'est une solution qui est adaptée s'il y a un problème d'éloignement géographique, etc. Mais par contre, ça ne permet pas un examen complet et c'est une approche complémentaire, mais certainement pas suffisante.
Alors on a été obligé de prompter très souvent la perception de la télémédecine vétérinaire, mais quand on la prompte, en fait, ils sont plutôt partants, même voire très partants, et ça, voilà, c'est tout à fait cohérent avec des études qui ont été préalablement faites. Si on s'appuie sur les points positifs, ça leur permet de gagner du temps, c'est moins de stress pour eux et pour bien sûr l'animal. Ça permet d'observer l'animal dans son comportement, dans son environnement, et ça c'est particulièrement intéressant dans certaines pathologies, notamment les pathologies du comportement. Mais là encore, ça reste insuffisant pour identifier les causes d'un problème. Par contre, ils trouvent que ça met un peu trop de poids sur leur épaule de propriétaire en termes de responsabilité. Parce que si je transmets pas bien l'information, s'il me pose une question, je réponds pas bien, le veto, il peut pas vérifier. Et voilà, donc je me sens un peu responsable de ces conclusions si je transmets pas bien l'information. Et puis, voilà, besoin de relations humaines, c'est quelque chose qui revient aussi très souvent. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était intéressant maintenant qu'on a bien vu les deux parties, on a bien vu un peu leur point de douleur, comme on dit en français, essayer de les faire travailler ensemble. Et d'ailleurs, je remercie Sébastien qui est dans la salle, qui a participé à un de ces ateliers de co-création, où on a mis ensemble vétérinaires et propriétaires sur des thématiques particulières. Donc, vétérinaires avec des propriétaires qui avaient une pathologie, dont l'animal avait une pathologie cardiaque, une pathologie dont le chien avait une pathologie cardiaque, dont le chien avait une pathologie dermatologique, des chats seniors et des chats à troubles du comportement. Ces ateliers de co-création nous ont permis en fait d'essayer de trouver des solutions à chacun des pain points qui soient identifiés ou du moins donnés par les propriétaires ou par les vétérinaires. Je vais passer directement pour des raisons de timing aux solutions envisagées. En tout cas, ce qui nous paraît important, c'est que clairement, en fait, les solutions, c'est de pouvoir fournir en fait des conseils personnalisés tout au long du parcours, et que cette prise en charge personnalisée, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment très très demandé par les propriétaires, avec en moindre importance tout ce qui est limitation du stress. Au niveau des vétos, les solutions envisagées, c'était vraiment d'essayer de réguler en fait les interactions avec les propriétaires à bon escient, c'est-à-dire ni trop, on a trop Madame Machin qui nous appelle tout le temps pour dès que là c'est trop, et puis il y en a qui nous appellent pas assez, et là du coup la maladie évolue et on arrive trop tard. Donc en fait, arriver à trouver ce juste milieu dans l'interaction. Et puis aussi l'intérêt qui pouvait être de permettre d'établir un certain nombre de renforcer des diagnostics via notamment du télémonitoring, etc. Alors, dans les solutions qui étaient plébiscitées vraiment, ou qui ont été très mises en avant, notamment par les propriétaires, il y a le carnet de santé numérique. Alors, vous allez me dire, oui, il y a eu des initiatives, elles sont pas bien loin, mais c'est clair que les propriétaires plébiscitent ce genre de solutions. Tout ce qui est télémédecine, alors que ce soit téléconsultation ou télémonitoring, en fait, c'est oui, bien sûr, avec grand plaisir, c'est génial, mais il faut que ce soit recommandé par le vétérinaire. En gros, c'est validé et prescrit par le vétérinaire. Et enfin, ce qui me paraît important là de souligner, c'est que, et là c'est peut-être plus des points en tout cas pour l'interopérabilité important pour le vétérinaire, c'est justement que on n'apporte pas un système en plus d'un autre système qui parle pas entre eux. En fait, donc, si on apporte une solution, il faut qu'elle soit interopérable avec notamment le logiciel métier vétérinaire et que oui, je vois Régis qui fait des gros yeux, mais ça, c'est vraiment le point qui ressort tout le temps. Parce que ça sert à rien d'avoir un outil à côté qui fait un truc et qu'il faut après qu'on réintègre, etc. Machin. Donc ça, pour le coup, c'est quand même un point extrêmement important à garder en tête. Et l'autre chose qui est quand même intéressant, et notamment dans le cadre des maladies chroniques, c'est le fait que les propriétaires sont tout à fait disposés à avoir des plans de santé aussi pour le suivi des maladies chroniques. C'est-à-dire, j'ai mon chien qui est cardiaque, je vous propose un plan de suivi pour l'année qui vient
avec tant de consultations, tant de téléconsultations, tel, je sais pas, le port du collier, etc., etc. Et tout ça, je paye tant par mois, et voilà, sur l'année. Voilà. Et ça, on l'a testé, et franchement, il y a une acceptation qui est très très bonne. Donc, quelles sont les opportunités pour la télémédecine vétérinaire quand on regarde tout ça? Ben déjà, en fait, il faut bien comprendre que l'attitude vis-à-vis de la télémédecine, en fait, elle est très variable. Elle est variable en fonction, bien sûr, de la relation du propriétaire avec le vétérinaire. Elle est variable en fonction de la relation du propriétaire avec son animal. Elle est variable au niveau de l'éducation ou de l'aspect techno-friendly du propriétaire. Et puis aussi, un point qui paraît évident comme ça, mais qui n'avait pas été notifié jusqu'à présent, c'est la facilité de l'emmener à la clinique. Vous avez des gens qui habitent à côté de la clinique, qui voient du coup aucun intérêt à faire une téléconsultation, par exemple. Par contre, vous avez des gens qui sont plus loin et qui, du coup, vont être beaucoup plus favorables à ce genre de choses. Donc, c'est cette distance, en fait, ou la facilité d'emmener l'animal à la clinique est un point qui est très important dans l'acceptation. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que bien sûr la télémédecine, on fait pas de la télémédecine pour faire de la télémédecine, ça n'a strictement aucun intérêt. La télémédecine doit apporter un plus dans le parcours client. Donc dans quel cas en fait ça nous paraît intéressant de l'utiliser? Bien sûr dans les situations d'incertitude, notamment dans les situations un petit peu d'urgence ou d'évolution d'une maladie. Lorsque les symptômes sont facilement identifiables, donc certaines pathologies bénignes, dans le suivi de pathologies déjà diagnostiquées, donc notamment les maladies chroniques, on en a parlé, lorsqu'une consultation à la clinique est difficile, pour différentes raisons, le stress de l'animal, le stress du propriétaire, encore une fois parce que j'ai pas de voiture et c'est loin, etc., etc. Enfin, c'est tous les contextes possibles. Et enfin, l'utilisation des outils connectés, c'est OK, mais il faut que ce soit vraiment prescrit et validé par le vétérinaire. Donc, quels sont les axes de développement stratégiques pour la télémédecine? La première chose qui ressort, en fait, c'est l'imaginer pour renforcer le lien hors consultation. Quand ça peut apporter quelque chose en plus de la consultation physique, avoir un lien où voilà, on sait qu'on peut poser des questions, on peut avoir le conseil du vétérinaire voilà, hors consultation physique. Ça permet aussi de détecter plus précocement les maladies, et notamment les changements d'évolution d'une maladie. On l'a vu hier, encore une fois, avec le professeur Shelboud. Mais il faut valider et certifier les objets connectés. Et puis, aussi optimiser le temps des équipes de soins. On va y revenir un petit peu après. Alors, quelles sont les recommandations qu'on peut faire pour les vétérinaires qui veulent mettre en place une offre de télémédecine au sein d'une structure de soins? Il faut que je me dépêche, je vais le faire, avec grand plaisir. Je suis presque finie. 2 slides. Ça va? Bon. Alors, intégrer la télémédecine dans un plan thérapeutique personnalisé, ça c'est une vision générale finalement de ce parcours. Créer une offre de service associée, s'inscrivant dans un business model défini et viable. Donc ça, c'est pareil, Nicolas Dumotet en a bien parlé hier. La notion de business model, c'est un point clé. Voilà. S'intégrer facilement dans l'organisation de la structure de soins, former tout le personnel soignant, donc il n'est pas question qu'il y ait un veto un peu plus geek que les autres, mettre son truc dans son coin, mettre ça en place dans son coin, etc., si toute l'équipe de soins ne participe pas et n'adhère pas. Ça, on sait que ça ne va pas marcher, ça va durer un temps, mais voilà, c'est vraiment une notion de formation et d'engagement de toute l'équipe de soins. Apporter les connaissances nécessaires aux propriétaires et apporter de la relation personnalisée hors consultation clinique, qui est finalement la principale demande des propriétaires. Alors, la télémédecine, ça apporte un plus dans le parcours. Ça peut apporter un plus dans le parcours client, enfin animal propriétaire, et ça permet d'inscrire du coup la médecine vétérinaire dans la médecine des 6P, et notamment sur la notion de personnaliser. De préventive et participative et parcours de soins, c'est vraiment les 4 points sur lesquels la télémédecine peut aider. Donc pour répondre à la question initiale, et je vais bientôt en avoir fini, parce que je vois que au niveau timing, la télémédecine a-t-elle un avenir en médecine vétérinaire des animaux de compagnie? Oui, mais
Oui, mais si, en fait, elle est prescrite et validée par le vétérinaire. Oui, mais si il y a une vraie implication de toute l'équipe de soins. Oui, mais si, en fait, on a bien réfléchi à un business model fiable et viable. Et enfin, s'il y a une vraie volonté et des capacités managériales à orchestrer ça au sein de la structure de soins. Voilà, je vous remercie pour votre attention.